Alors, Francis, pour cette première question, puisque on parle de mémoire du futur, alors c'est étonnant, le mot mémoire du futur, tu as intitulé un de tes ouvrages La mémoire au futur, et parfois les gens sont surpris, comme si ces deux mots ne pouvaient pas aller ensemble. Et la question, c'est pourquoi parle-t-on de la mémoire du futur, et pourquoi est-ce qu'elle est si importante, et comment s'articule-t-elle avec la mémoire du passé? Bien, tout d'abord, merci Pascal pour cette invitation et cette présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, on a choisi ce mode questions-réponses parce que c'est la fin du trimestre et c'est peut-être moins fastidieux que d'écouter un exposé, un énième exposé en visioconférence. Donc, et puis, on a choisi ce thème de la mémoire du futur. C'est vrai que si on avait fait un sondage tout de suite sur le mot mémoire, ce qu'il évoque a priori, puis si on avait fait une analyse textométrique des réponses, on aurait plus souvent trouvé le passé. La mémoire, elle permet d'évoquer le passé, elle permet d'enregistrer des informations, bien sûr, mais elle permet d'évoquer le passé. On aurait beaucoup plus trouvé ce terme que le terme de futur, qui paraît à la limite un peu incongru. Alors pourtant, je vais essayer de vous montrer en quelques minutes que non, c'est quelque chose de tout à fait juste. La mémoire du futur, c'est un concept très important. Alors, bon, il y a toujours des précurseurs, il y a toujours des auteurs qui ont réfléchi au lien passé-futur, mais en fait, c'est une découverte, comme beaucoup d'autres, qui nous vient des patients amnésiques. Quand je parle des patients amnésiques, ce sont des patients qui ont des troubles de mémoire très importants, qui ont perdu, donc par définition, une partie de leur mémoire du passé, qui éprouvent également de grosses difficultés pour enregistrer des informations nouvelles. Et un certain nombre de chercheurs se sont aperçus que certains amnésiques, ce n'est pas tous les amnésiques, ont, en plus de cette difficulté à se projeter vers le passé, à voyager vers le passé. Donc, ce qui caractérise l'amnésie, ils ont également des difficultés parfois majeures à se projeter vers le futur. C'est-à-dire que très simplement, si on leur demande qu'est-ce que vous ferez demain, si je vous pose la question à vous, qu'est-ce que vous ferez demain, peut-être que ce n'est pas parfaitement clair encore ce que vous ferez demain, ou ce que vous ferez le week-end prochain, ou ce que vous ferez à Noël. Mais vous avez des idées quand même de ce que vous ferez. Donc, vous allez pouvoir vous projeter dans ce moment potentiel, et puis ce moment, vous allez l'alimenter par des hypothèses, alors certes, qui vous viennent d'éléments du passé. Et en fait, la mémoire, c'est ça. La mémoire du futur, c'est en fait la mémoire. Quand, presque à chaque instant de votre vie, vous êtes tourné beaucoup plus vers le futur que vers le passé. Quand vous vous levez le matin, c'est qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui. Alors bien sûr, ce que vous allez faire aujourd'hui ou ce que vous ferez dans les jours qui viennent, c'est dépendant de vos connaissances générales, c'est dépendant de certains souvenirs de ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille, etc. Mais tout ça est extrêmement lié. Et donc, ce point de départ des amnésiques, ce sont des réponses des amnésiques qui ont été pris au sérieux par les cliniciens, les chercheurs qui les côtoyaient. Alors, il y a un patient qui a donné lieu à beaucoup de publications dans la littérature, qui s'appelait Ken Cochrane, qui a été connu longtemps par ses initiales KISI, et qui a été examiné par un grand neuropsychologue canadien. Je salue les Canadiens au passage. Et donc, c'est Endel Tulving. Et Endel Tulving disait à Kissy comment vous voyez le futur, est-ce que vous pouvez vous représenter le futur, qu'est-ce que vous ferez demain, qu'est-ce que vous ferez dans les jours qui viennent. Et le patient disait je vois pas, c'est blanc, ça paraît tout blanc. C'est un peu comme si je nageais dans un lac et je n'arrive jamais à voir le bord du lac.
Mais ça vous donne une idée aussi de l'émotion, un peu de la détresse hein, de ces patients. Et peut-être que justement, la mémoire, c'est ça, avoir des troubles de mémoire, c'est aussi ça qui est très difficile à vivre. C'est bien sûr la difficulté à retrouver les traces du passé, mais c'est aussi cette absence d'horizon hein, qui fait que ces patients sont dans une sorte de présent permanent. Alors bon, il y a eu un certain nombre d'observations comme ça. Et puis, l'imagerie cérébrale aujourd'hui, c'est un élément de connaissance qui est évidemment très important. Et plusieurs travaux sont parus dans les années 2000, au début des années 2000, 2005, 2006, 2007. À ce moment-là, il y a eu beaucoup de travaux sur la question, y compris des travaux de mon laboratoire, où on a montré, donc en utilisant l'IRM fonctionnel d'activation, c'est-à-dire on propose des tâches à des groupes de sujets sous l'IRM, et on a proposé des tâches de mémoire autobiographique avec des indices, donc retrouver des souvenirs du passé, mais également se projeter dans le futur à partir d'indices. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que les régions du cerveau qui étaient impliquées tant dans la récupération en mémoire autobiographique que la projection dans le futur, mais en fait, ces réseaux étaient extrêmement proches les uns des autres. Donc ça a aussi affirmé ce concept de mémoire du futur et qui a été beaucoup travaillé, qui a été beaucoup forgé par un auteur américain qui s'appelle Daniel Schacter, qui est professeur de psychologie à l'université de Harvard et qui a proposé le concept, bon, il y en a d'autres, hein, de pensée épisodique future, pour bien souligner le fait que il y a cette notion de voyage mental dans le temps. C'est vraiment une projection, c'est pas simplement une connaissance de ce qu'est le futur. Ça s'arrête pas au concept de futur, mais c'est bien mon esprit qui va voyager. Alors dans le passé, ça c'est la capacité de notre mémoire de récupérer des souvenirs du passé, comme si nous vivions en fait la scène initiale, tout en ayant l'impression que cette scène, elle appartient au passé, qu'elle n'est pas présente. Donc c'est vraiment le voyage mental dans le passé. Mais la pensée épisodique future, c'est la capacité de se projeter dans un futur plausible. Donc avec un travail que l'on va pouvoir mener sur ce souvenir plausible, sur ce futur plausible. Alors c'est un luxe évidemment considérable parce que c'est des situations auxquelles on peut être confronté sans prendre de risques. Et on peut être aussi, je dis ça aussi parce qu'il y a beaucoup d'enseignants, hein, c'est ce que j'ai compris, qui écoutent. C'est aussi des situations où va entrer en jeu l'imagination. Vous voyez, éventuellement toute une activité plus ou moins fantasmée, fantasmagorique. On n'est pas dans quelque chose de forcément totalement rationnel. Et donc, c'est un luxe aussi pour l'imagination et à la fois pour des prises de décision. On peut laisser l'esprit vagabonder sur des terrains très, très rationnels et au contraire des terrains beaucoup moins rationnels. Donc voilà ce concept de pensée épisodique future, hein, dont on voit un peu tous les prolongements possibles et ce qui le rend possible. Alors, on va y revenir en particulier par rapport à cette difficulté quelquefois d'anticipation sur l'avenir, en particulier des jeunes gens. Mais avant d'arriver à cette question, j'en avais une autre pour pouvoir avoir des éléments pour cette deuxième question. On parle aussi de mémoire interne, on parle de mémoire externe. Alors la mémoire externe, on perçoit bien qu'elle est liée à l'usage de l'intelligence ou des intelligences artificielles. Mais est-ce qu'on pourrait penser qu'un jour, finalement, nous pourrions perdre la mémoire interne évidemment, hein, dans le sens où finalement cette mémoire interne serait une organisation neurologique interne à notre cerveau, mais surtout
qu'elle serait à disposition d'une mémoire externe, de cette mémoire externe. Et puis derrière cette question, c'est que est-ce que nous en perdrions un petit peu notre humanité? Alors, la thématique, on est sur un autre champ. La thématique mémoire interne, mémoire externe, c'est un vieux débat qu'on trouve régulièrement chez les philosophes de l'Antiquité, puis plus près de nous, chez Descartes. C'est un vieux débat parce qu'en fait, bon, mémoire interne, c'est ma mémoire, même si je ne suis pas dupe, si j'ai bien conscience du fait que ma mémoire, elle est en lien avec la mémoire des autres, elle est alimentée par les autres, mais c'est ma mémoire, c'est moi qui en fais la synthèse. Et puis, il y a des mémoires externes qui prennent des formes multiples. C'est-à-dire que je sais que je peux consulter soit des dispositifs externes, soit des personnes qui sont détentrices d'un certain savoir, enfin, dont je pense qu'elles sont détentrices d'un certain savoir, et donc je vais consulter des personnes ou des dispositifs qui détiennent ces mémoires externes. Les mémoires externes sur des sujets extrêmement variés, ça peut être l'ornithologie, ou les résultats des matchs du Barça, ou je ne sais quoi d'autre. Vous voyez, toutes sortes de sujets. Et donc, c'est bien sûr des évolutions très importantes qui sont datées, comme l'écriture, l'imprimerie, les moyens plus modernes de communication. Et puis aujourd'hui, mémoire externe, on va beaucoup rapprocher ce concept de tout ce qui a trait au numérique, à Internet, etc. Et avec une particularité, c'est que contrairement aux autres exemples que j'ai pris, par exemple l'imprimerie, ce sont des évolutions qui ont été relativement lentes, qui ont été réservées dans un premier temps à des personnes éclairées, on va dire. Mais Internet, la grande différence, c'est que tout ça est apparu, tout ça a été mis à disposition du grand public très vite, de par le monde, et massivement et avec un accès extrêmement aisé. Donc, c'est là que se pose la question de l'équilibre entre mémoire interne et mémoire externe. Parce que jusqu'à présent, on peut penser que cet équilibre, il était à peu près respecté. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, et c'est une question assez fondamentale. C'est une question fondamentale au sens où c'est une question un peu philosophique, c'est une réflexion sur le monde, mais c'est une question fondamentale aussi d'un point de vue de société aujourd'hui, parce que c'est notre rapport au numérique. Alors le numérique, il est là, il faut l'utiliser parce que c'est un moyen d'enrichissement justement de la mémoire via ces mémoires externes qui sont plus facilement disponibles, donc c'est une chance. C'est un outil qu'il faut savoir utiliser, ça fait partie de l'enseignement, avec tous les travers sur lesquels je n'insiste pas, c'est un petit peu en dehors de notre sujet. Mais il faut aussi pouvoir trouver l'équilibre, c'est-à-dire maintenir une mémoire interne. Alors, bon, il y a des choses très simples derrière tout ça, il y a continuer à faire des apprentissages par cœur, tout ça. Il faut continuer j'ai presque envie de dire, il faut continuer à forger l'instrument mémoire ou l'outil mémoire qui est en nous. Il ne faudrait pas laisser tomber cet outil mémoire, parce qu'on voit bien que quand on perd, par exemple, son téléphone portable, son smartphone, on est un peu démuni. Donc, on voit bien qu'on a externalisé beaucoup de choses. C'est des exemples simples. Hein. En même temps, ce n'est pas catastrophique, parce qu'on va retrouver les numéros et c'est pas fondamental, ça. Mais c'est un exemple qui montre qu'on a externalisé beaucoup de choses. Ce qui est plus problématique, c'est si on fait trop confiance à ces mémoires externes et si le déséquilibre fait que on fait de moins en moins la synthèse personnelle. Parce que le but, c'est que chaque individu fasse la synthèse. On sait bien de savoir que telle ou telle connaissance se trouve à tel endroit. C'est bien de savoir le chemin qu'il faut prendre
pour y accéder, les mots-clés ou je ne sais quel dispositif qu'il faut connaître. Mais in fine, il faut aussi pouvoir faire la synthèse. Et la synthèse, ça demande parfois du temps, ça demande de consulter des documents qui peuvent être complexes. Ben, il y a la notion de temps, vous voyez, qui revient. Enfin, je pense que les concepts clés, ce sont ces concepts de temps, de synthèse, peut-être aussi d'effort mental, hein, d'énergie mentale. Contrairement, vous voyez, à une expression comme surfer sur Internet qui veut bien dire ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire surfer, c'est en surface. Et en fait, la mémoire, il y a deux mots qui s'opposent, il y a la surface et il y a la profondeur. La surface, c'est on traite les informations en surface, c'est-à-dire que à la limite, on effleure juste le sens des choses. Alors que la mémoire, pour que la mémoire fonctionne vraiment, pour qu'elle enregistre, pour qu'elle mette en connexion des informations que l'on maîtrise déjà et des informations nouvelles, il faut traiter l'information en profondeur. Pour ça, il faut du temps et il faut un contexte, disons, un peu rassurant. Rassurant, qui soit pas un concept, un contexte trop émaillé d'informations diverses, multiples. Le système cognitif a besoin il est contraint par une sorte de goulot d'étranglement, le système cognitif. C'est-à-dire que pour que les informations soient traitées en profondeur, il faut qu'elles soient un peu édulcorées, simplifiées. Il ne faut pas être tout de suite dans une complexité et une multiplicité d'informations, parce que ce traitement en profondeur ne pourra pas se faire dans ce cadre-là. Bon, voilà, comment j'avais envie de répondre à cette question, qui est une question complexe, hein, qui est une question ancienne, mais qui est réactualisée, donc avec beaucoup d'acuité dans le monde actuel, avec les nouvelles technologies, hein, qui sont à la fois une chance et on parlait parfois de pharmacon, hein, dans le sens où c'est à la fois un médicament, et puis un médicament, il a aussi ses travers, ses effets néfastes. Et merci. Et donc, revenons à cette mémoire du futur. Hors pathologie, est-ce que cette mémoire du futur peut être mise à mal? Ou je peux poser ma question autrement, est-ce qu'il faut préserver cette mémoire du futur ou comment préserver cette mémoire du futur? Alors, je fais tout de suite le lien avec ce qu'on est en train de vivre, puisque aujourd'hui, on vit une crise sanitaire qui engage évidemment, au-delà de cette crise, une réflexion sur notre condition d'être humain. Et donc, j'aurais deux questions à te poser, c'est-à-dire que est-ce que toujours dans le lien avec le futur, est-ce qu'on parlera, est-ce qu'on peut parler de post-traumatisme suite à cette crise, ou au cours on y est encore, pour les adultes, mais aussi pour les enfants, les jeunes gens? Est-ce que ça peut être une bombe à retardement? Et autre question, toujours en lien avec cette mémoire du futur, certains jeunes gens et aussi certains enfants éprouvent des difficultés à se projeter dans l'avenir. Alors, ce n'est pas nouveau, évidemment. Il peut y avoir des tas de raisons à ça, des raisons psychologiques, bien sûr, mais voilà, entre la capacité à se projeter dans l'avenir et justement l'incertitude de l'avenir. Alors, je vais répondre aux différentes questions, hein, qui s'enchaînent, que tu viens de poser, Pascal. Premièrement, l'importance de la mémoire du futur, oui, j'ai presque envie de dire, c'est une fonction quasi indispensable, parce que c'est la fonction qui va nous orienter, hein, qui va nous pousser, hein, c'est un peu l'énergie vitale, mais l'énergie qui va s'appuyer sur des idées, sur des projets, sur des aspirations, c'est ce qui va nous pousser en avant, et c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions, d'échafauder des théories, des scénarios plausibles, etc. Donc c'est une fonction essentielle.
C'est peut-être la dimension la plus cruciale de la mémoire. En tout cas, à certains moments de notre vie, et j'ai envie de dire la plupart des moments de notre vie. Sauf, je prendrai l'exception de situations plus particulières, de rupture existentielle, potentiellement de deuil, où on va se tourner davantage vers le passé à certains moments. Mais ça va être des moments particuliers de la vie. Mais de façon générale, cette mémoire du futur, elle est en fait omniprésente. Et il faut la protéger. Alors, le fait que tu poses la question de mémoire interne, mémoire externe, évidemment, il y a un lien. Il y a un lien, c'est que cette projection dans le futur, tout à l'heure, j'ai parlé de la notion de temps, elle demande du temps de synthèse, et j'ai parlé au contraire d'un contexte qui pouvait être perturbé, qui pouvait être trop sollicité. C'est-à-dire que ça va demander cet équilibre qui fait que la personne a besoin de moments de quiétude, de repos. Là aussi, l'imagerie cérébrale a apporté des éléments très importants, de façon un peu fortuite d'ailleurs. C'est des travaux qui ont commencé au tout début des années 2000 avec une technique d'imagerie cérébrale qui s'appelle la tomographie par émission de positons. C'est des travaux aussi qu'on a fait en partie dans mon laboratoire, où on a montré en fait que quand on proposait des tâches assez compliquées à des personnes, des groupes de personnes, quand on faisait ces paradigmes dans les années 2000, même avant les années 2000, on les comparait toujours à une situation de repos. Situation de repos, c'est-à-dire on ne demandait rien de particulier à la personne, puis c'était une condition de base, une condition standard. Et à un moment donné, un certain nombre de chercheurs de par le monde ont eu l'idée de ne pas simplement comparer les tâches compliquées, les tâches d'activation avec le repos, mais de faire le contraire, c'est-à-dire de comparer le repos aux différentes tâches d'activation. Et en fait, ce qu'on a montré dans ce cadre-là, c'est que certaines régions du cerveau s'activaient quand il était au repos, quand la personne était en situation de repos. Donc en fait, le cerveau, vous voyez, il n'est jamais au repos. Et cette condition dite de repos est extrêmement importante parce qu'elle sollicite un réseau qu'on a appelé le réseau du mode par défaut, Default Mode Network. Et donc, il a été baptisé ainsi par un chercheur américain qui s'appelle Marcus Raichle de l'université de Saint-Louis, Missouri. Et c'est devenu ensuite ce réseau du mode par défaut et ce réseau au repos, on peut dire plus simplement, c'est devenu une thématique extrêmement importante de recherche, donc depuis une vingtaine d'années. Et on sait maintenant que ce réseau du mode par défaut, il est modifié, il est altéré dans beaucoup de situations pathologiques. Et donc, il faut un peu prendre soin de ce réseau du mode par défaut. Et donc, il faut protéger notamment les plus jeunes, hein, les enfants, en justement favorisant ces moments de quiétude, ces moments de synthèse. Donc, et en fait, vous voyez que ce réseau du mode par défaut, on va le rapprocher de cette activité de mémoire, hein, de synthèse de la mémoire et de projection de la mémoire vers le futur. Donc ça, c'est le premier élément de ma réponse. Deuxième élément de ma réponse, ça concerne plus la situation actuelle, puisque tu as fait ensuite le lien avec la situation actuelle. Donc, qu'est-ce que la situation actuelle ? On est aujourd'hui le 16 décembre 2020. Il y a un an, on commençait à regarder un petit peu des informations sur ce virus en Chine. On était évidemment très très loin de penser qu'on allait passer l'année en partie confinée avec des situations d'enseignement complètement bouleversées, en mettant des masques, etc. Et que toute l'information, quasiment toute l'information allait tourner autour de cette situation-là. Donc, c'est un événement qui est inattendu. Alors, pour autant, sauf situation individuelle particulière, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a été malade ou quelqu'un qui a connu quelqu'un qui a été gravement malade ou qui est décédé de cette pathologie, ou quelqu'un qui a perdu son emploi, ou vous voyez, des situations comme ça particulières. En dehors de ces situations particulières,
il est extrêmement difficile de dire aujourd'hui qu'on est en train de vivre un traumatisme. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux mots. Par contre, ce que nous montrent les études épidémiologiques, moi je suis un peu ce qui sort avec Santé publique France, c'est vrai qu'on voit des chiffres qui sont préoccupants aujourd'hui, hein, lors du deuxième confinement, hein, plus particulièrement aujourd'hui. Et donc, ce qui, évidemment, est inquiétant pour 2021, donc avec des chiffres qui sont de l'ordre de 20-30% de personnes qui souffrent de troubles psychiques. Bon, c'est difficile de les qualifier totalement parce que les méthodologies qui sont utilisées ne permettent pas forcément d'arriver à un diagnostic psychopathologique tel qu'il pourrait être fait dans une situation vraiment clinique contrôlée. Mais on est quand même en présence de chiffres qui sont très préoccupants. Alors, à partir de là, ta question, Pascal, il y a deux éléments. Est-ce qu'on est dans une situation qui évoquerait un trouble de stress post-traumatique? Alors, c'est difficile parce que schématiquement, le trouble de stress post-traumatique, il y a deux grandes conditions. Soit la personne est confrontée à un événement qui est inattendu, mais qui est un événement brutal. Ça va être bon, les attentats, évidemment. Ça va être un accident grave, ça va être une agression, quelqu'un qui est agressé ou qui est victime d'une agression ou qui est témoin d'une agression très grave. Donc, c'est un événement unique qui se produit chez quelqu'un qui n'était pas malade auparavant. Et puis, il y a d'autres situations qui sont des situations beaucoup plus durables, qui vont être par exemple les abus sexuels de l'enfance, donc qui vont porter sur des périodes beaucoup plus longues. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est de plus en plus quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et c'est certainement une des raisons, hein, qui font que on voit que les statistiques psychopathologiques ont tendance plutôt à s'accentuer, à s'aggraver. J'avais beaucoup discuté avec des collègues qui sont psychiatres pendant le premier confinement. Et alors, c'est pas des informations chiffrées que je vous donne là, mais c'est quand même des échanges entre des responsables de psychiatrie, d'urgence psychiatrique dans l'ouest de la France versus dans l'est de la France. Et il y avait un effet est-ouest qui était extrêmement marqué, avec beaucoup plus de consultations dans l'est de la France, hein, donc qui étaient confrontés à la pandémie de façon beaucoup plus massive, hein, avec des situations beaucoup plus critiques, alors que dans l'ouest de la France, hein, lors du premier confinement, la situation était beaucoup moins dramatique. Et en fait, ce qu'on observait dans l'ouest de la France, c'était moins de consultations d'urgence psychiatrique et beaucoup plus dans l'est de la France. Donc, on voit que les situations sont très, très différentes. Alors, aujourd'hui, si on reprend le thème de la mémoire du futur, la situation actuelle a un impact sur la mémoire du futur. Elle a un impact par des biais qui sont extrêmement divers. Quelqu'un, donc ça on le connaît en dehors de la situation de pandémie, quelqu'un qui est dépressif va avoir une altération de sa mémoire du futur, va avoir moins de projections dans le futur, ça c'est quasi arithmétique, et puis deuxièmement, on va avoir une projection dans le futur qui va être modifiée qualitativement, c'est-à-dire qu'avec un choix de représentations futures qui vont être négatives. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de thérapies qui ont été imaginées par des chercheurs cliniciens, des chercheurs thérapeutes, qui visent à modifier ces représentations du futur comme moyen de soigner, en tout cas de prendre en charge les patients dépressifs. Il y a également des modifications de la projection dans le futur dans ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique. Alors, est-ce que la situation collective que l'on vit
conduit à un trouble de stress post-traumatique, la question, elle est assez difficile parce que on a des critères, vous savez, on a des critères pour poser des diagnostics. Et pour poser un diagnostic de trouble de stress post-traumatique, il faut que la situation psychopathologique soit installée depuis plus d'1 mois. Peut-être que ces critères-là, il faudra les revoir face à ce que l'on vit, mais en tout cas, il y a un certain nombre de symptômes qui évoquent cette situation de trouble de stress post-traumatique. Et alors, la difficulté de la situation que l'on vit, c'est que c'est par définition une situation qui est en cours d'évolution, pour laquelle on a peu de recul, on le voit bien, et on est dans une situation d'incertitude. Alors cette situation d'incertitude, en prononçant ce mot, je fais référence à un article qui est paru au mois de février, je dis bien février 2020, vous voyez, donc très tôt dans cette situation de pandémie. C'est une grande méta-analyse qui a été publiée dans le Lancet, donc sous une rubrique qui est assez inhabituelle, qui s'appelle Rapid Review. C'est-à-dire que les auteurs sont des auteurs principalement anglais de Londres, qui ont, c'est Brooks et collègues, hein, si vous cherchez la référence, je pourrais la donner à Pascal par la suite. Et ces auteurs ont colligé un très grand nombre d'articles scientifiques sur des situations diverses de confinement et de quarantaine. Donc il y avait des situations diverses, par exemple des gens qui sont en prison, des gens qui sont mis en quarantaine pour des raisons diverses. Et en fait, ils ont repéré les éléments qui vont être néfastes, ou au contraire qui vont être positifs pour vivre cette situation-là. Et un des éléments, enfin moi que j'avais pointé, que j'avais trouvé intéressant, c'est cette situation d'incertitude. En fait, on a besoin de savoir. Et en vous répondant ça me permet un peu de boucler le tout début de notre conversation avec Pascal, c'est cette notion de mémoire du futur. Cette mémoire du futur, elle nous permet aussi de nous protéger. Elle nous permet d'anticiper. Alors, anticiper, c'est-à-dire c'est forger, prendre des décisions, c'est forger des scénarios, etc. Mais c'est également, dans toute cette activité, quelque part, nous protéger. Et si cette mémoire du futur, elle évolue dans un environnement instable, que nous jugeons non contrôlé, non maîtrisé, là on est en face d'une source potentielle de psychopathologie, parce que notre mémoire de futur, elle évolue dans un terrain instable. Donc on a besoin d'éléments clairs, on a besoin de dates, on a besoin d'un environnement où les choses sont un peu carrées, où on sait qu'on peut compter sur les autres. Alors les autres, des individus identifiés, hein, des individus que l'on apprécie, que l'on aime, nos proches, nos collègues de travail, nos amis. Et puis c'est aussi la collectivité dans un sens plus large. On a besoin d'une collectivité qui est rassurante, quoi. Un message rassurant, une collectivité en quelque sorte qui assure, c'est-à-dire qui va nous permettre d'avoir accès aux éléments essentiels, la nourriture, les grands instruments qui nous permettent de fonctionner dans le monde autour de nous, et puis évidemment l'accès aux soins. Et justement, en t'entendant répondre à cette question, je me disais finalement, est-ce que la mémoire du passé ou du futur, mais est-ce que c'est pas ça le cerveau? Est-ce que c'est la fonction star de la préservation de notre humanité, évidemment? Alors, plus que les autres fonctions exécutives, je ne sais pas, parce que toutes ces fonctions exécutives collaborent étroitement, mais est-ce que finalement notre mémoire, c'est pas toute notre humanité?
Je vais faire une réponse un peu biaisée parce que moi, je travaille sur la mémoire depuis pas mal de temps. Donc, je suis un peu mnémocentriste. C'est-à-dire que j'ai tendance à considérer que la mémoire, elle est partout. Et demain, je serai dans un jury de thèse qui est consacré à la mémoire, mais chez des animaux assez divers d'ailleurs. Il y a la sèche, les céphalopodes, et puis les légers, vous savez, les petits corvidés légers. Et donc, ce sont des chercheurs extrêmement audacieux, notamment une chercheuse de Cambridge qui s'appelle Nicola Clayton, qui est assez remarquable. Et donc, c'est très difficile d'évaluer la mémoire, y compris la projection dans le futur chez des animaux comme le jet des chênes ou la sèche. Hein, je parle bien de la sèche, hein, le céphalopode de la sèche, parce que ce qui manque, c'est le langage. Donc, si tu me dis la Je fais très fonction bien mon chat star, dans le frigo. j'ai envie de dire la mémoire, évidemment, on peut prendre l'objet mémoire, hein, qui est magnifique. Mais cet objet mémoire, si on revient à l'espèce humaine, et cette fonction mémoire, elle est bien entourée, j'ai envie de dire. Alors, tu as cité les fonctions exécutives, qui sont à la frontière, hein, de la mémoire. Et puis, il y a aussi le langage qui va permettre quand même à cet outil mémoire de se développer de façon considérable et puis d'atteindre des niveaux de conscience qui sont, avec toute l'intelligence des chercheurs qui travaillent avec les animaux, même s'ils arrivent à montrer une mémoire épisodique, ce qu'on appelle une mémoire épisodique-like, hein, chez l'animal, on voit que le langage permet de décupler ces fonctions de la mémoire. C'est une façon de moduler peut-être un peu mon côté mnémocentrique. Une dernière question, Francis, et puisqu'on va laisser le temps après aux questions. Donc, comme tu le disais, il y a derrière l'écran à peu près 90% d'enseignants de France et du monde. Et donc, tout le monde n'a pas la même culture pédagogique, mais qu'aurais-tu envie de partager avec eux comme information essentielle, peut-être pour faire travailler la mémoire à l'école? Alors, cette mémoire du passé, cette mémoire du futur, mais justement pas seulement pour apprendre, cette mémoire aussi pour envisager le monde de demain. Oui, c'est une très belle question. Je me suis beaucoup intéressé ces temps derniers, tu l'as un tout petit peu évoqué au tout début, au lien entre mémoire individuelle et mémoire collective. Et quand tu as parlé de mémoire interne, mémoire externe, volontairement, j'ai parlé de ma mémoire, hein, pour souligner la mémoire interne, mais tout de suite en modulant un peu et en disant que ma mémoire, en fait, c'est aussi la mémoire des autres. Je suis pas grand-chose sans les autres. Et je fais référence à un auteur français, Maurice Halbach, un sociologue français de l'entre-deux-guerres, enfin, qui a produit ses principaux textes dans l'entre-deux-guerres. Et il écrivait la mémoire, c'est un acte social. Tout acte de mémoire, c'est un acte social. C'est-à-dire que quand j'enregistre dans un contexte social, donc c'est la puissance communicative de la mémoire. Et puis, quand j'évoque, même si je suis seul, je ne suis jamais seul. Ça, c'est vraiment important. C'est même si je suis seul, vous voyez, là, ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de monde, mais même si je suis seul, je suis toujours quelque part en représentation. Donc, les autres sont là. Donc, ma mémoire, elle se construit avec les autres et ma mémoire, elle se construit dans un contexte social. Le contexte, ce n'est pas simplement où ça se passe, quand ça se passe, les différents ingrédients qui constituent le contexte, des éléments de perception ou autres, mais c'est aussi le contexte social. Donc ça, c'est très important. Et ce que nous vivons aujourd'hui, ce contexte social, il est très particulier. C'est une sorte de cassure, ce que l'on
mon ami Bernard Stiegler, qui est disparu cet été, qui est décédé cet été, avait écrit un de ses derniers textes, c'était l'avertissement. Bon, c'était une formule de Bernard Stiegler, hein, l'avertissement, mais en disant quand même ce qu'on est en train de vivre, c'est un avertissement. Donc, je pense que pour les enseignants, c'est très important parce que si on voit les côtés positifs de ce qu'on est en train de vivre cette année, je pense que c'est très important de voir aussi des aspects positifs. C'est que ça nous permet de prendre conscience de beaucoup de choses et notamment de la force de l'autre, hein, la nécessité de l'autre dans toutes ces dimensions personnelles. On a besoin d'échanger, alors ça peut être par téléphone ou par visio si on ne peut pas faire mieux, mais c'est déjà ça. Et puis, c'est l'autre d'une façon plus collective et on voit bien les réactions sincères hein, face au monde de la culture qu'on ressent aussi. On ressent son absence. Donc, je pense que cette prise de conscience-là, elle est très importante et je pense que moi j'ai évidemment beaucoup d'amis enseignants, je pense que c'est très fort, quoi. Ce qui se passe là est très fort et ce qu'il faut, c'est que ça nous donne à tous hein, des leviers pour l'après. Alors l'après, je ne sais pas quand ça commencera, l'après, je ne sais pas exactement le concept d'après, je ne vais pas le dater l'après, mais là où c'est important de mettre notre énergie, c'est de reconsidérer les grands enjeux, et Dieu sait s'ils sont immenses, hein, les enjeux. Évidemment, on pense au climat, on pense à la biodiversité, à nos modes de vie quand même un peu contestables, on va dire. Hein. Je ne vais pas utiliser de mots trop connotés, mais ça permet quand même de réfléchir. Hein. C'est un moment qui doit être un moment aussi de réflexion et de décision individuelle et collective. Collective au sens vraiment complet du terme. Voilà ce que j'ai envie de dire. Bon, c'est un peu j'espère que ce ne sont pas des vœux pieux. Je pense qu'il y a une réflexion qu'on doit tous mener et puis qui doit s'accompagner d'actions. Et je crois que les enseignants ont pu se rendre compte, les enfants savent imaginer. Les enfants aiment se projeter et ont des idées assez étonnantes. Pour peu qu'on leur donne la parole et qu'on leur laisse cette possibilité d'inventer l'avenir, d'inventer le monde, ils sont très doués. Merci beaucoup Francis. Alors je propose qu'on s'arrête là pour notre jeu de questions-réponses et puis de passer aux questions des participants. Alors il y a beaucoup de commentaires. Alors, une question de Rima. Donc, au niveau collectif, peut-on considérer que la mémoire du futur est la somme des souvenirs individuels? Alors, la mémoire du futur, c'est plus que des souvenirs individuels. C'est une exploration qui est... c'est-à-dire la mémoire du futur, elle met en connexion le présent d'abord. C'est mes aspirations à un moment présent en fonction du contexte interne, externe. Et donc, je vais forger comme ça des objectifs. Et ma mémoire du passé, elle va venir mes souvenirs, hein, tels que la question est posée, mais aussi mes connaissances générales, mes savoir-faire, mes relations avec les autres, parce que les autres vont être aussi présents dans ces décisions-là. C'est-à-dire que quand je vais me projeter dans le futur, tout dépend évidemment de la situation, mais je vais également tenir compte des avis des autres, ou en tout cas de ce que je pense, de ce que j'estime des avis des autres. Donc il y a une notion qui est importante, que je n'ai pas abordée jusqu'à présent, c'est la notion de théorie de l'esprit. C'est-à-dire que je vais même mettre à la place des autres. Donc, et le maître mot là, c'est le mot voyage mental. C'est-à-dire que mon esprit est voyageur.
Je suis capable de me tourner vers le futur, je suis capable de voyager vers le passé pour alimenter ce futur, pour me permettre de prendre des meilleures décisions, mais je vais également être capable de voyager vers les autres. Et c'est de tout cela que va naître ma décision. Une question qui va évidemment t'intéresser parce que tu en parles dans un de tes ouvrages, c'est Nelly qui dit peut-on se souvenir de tout, comme le laisse sous-entendre le livre de Joshua Foer, Moonwalking with Einstein, l'art de la science de se souvenir de tout. Alors, est-ce qu'on peut se souvenir de tout? C'est un point que je n'ai pas abordé, c'est la relation mémoire-oubli. Mémoire et oubli. Oubli, c'est un mot qui a plutôt mauvaise presse, c'est-à-dire qu'on aime plutôt la mémoire. Si on devait voter, on voterait plutôt mémoire que de voter oubli. Alors qu'en fait, ce sont deux mots qui travaillent, deux concepts qui vont travailler de concert. Alors, tout dépend aussi de ce qu'on entend par oubli. Hein. Mais de notre conversation, là, on va oublier beaucoup de choses. Pas forcément ce soir. Ce soir, vous allez peut-être échanger avec des amis ou avec vos compagnons, vos compagnes, de ce que vous avez entendu, parce qu'il y a des choses qui vous ont intéressé, des choses auxquelles vous n'étiez pas d'accord, etc. Vous voyez, ça va rester relativement présent dans votre esprit. Mais bon, on peut penser qu'au mois de janvier, les fêtes, même confinées aidant, bon, ce sera parti un peu loin. Mais pour autant, vous n'aurez pas tout oublié. Et vous aurez mis en relation, parce que si vous êtes là ce soir, c'est que quelque part la mémoire, c'est quelque chose qui vous intéresse, la mémoire, les apprentissages. Et donc, avec Pascal, la discussion qu'on a là est en train de vous changer. Vous voyez, vous êtes changé, le fait d'avoir assisté à cette discussion, vous êtes changé. Et c'est par le truchement à la fois de mémoire et d'oubli. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas tout conserver, évidemment, de tous les phonèmes qu'on a prononcés là, évidemment, vous n'allez pas les conserver. Mais vous allez conserver une substance de ça qui va s'amalgamer à vos connaissances antérieures, à vos souhaits aussi, à ce que vous attendiez de cet échange, etc. Donc non, on ne conserve pas tout, heureusement. Peut-être qu'une situation où malheureusement les personnes vont conserver beaucoup de choses, c'est justement dans le trouble de stress post-traumatique, où les personnes vont avoir tendance à conserver des images, vous voyez, d'un événement traumatique, et ces images vont rester omniprésentes, vont revenir à la conscience de la personne sous la forme d'intrusion, vous voyez, d'images un petit peu disparates, d'images qui peuvent être visuelles, auditives, olfactives, etc. Et donc, je prends cet exemple-là pour vous montrer que conserver des images, ça peut être au contraire une situation pathologique qui va conduire à la blessure psychique, parce que ces personnes qui sont victimes comme ça d'intrusions, elles revivent ces intrusions comme si ces intrusions survenaient à nouveau au présent. Vous voyez, c'est bien différent d'un souvenir du passé, parce que le souvenir, on sait qu'il appartient au passé. On a l'impression de le revivre, mais on sait qu'il appartient au passé. Alors que les intrusions, les personnes qui en sont victimes les vivent à nouveau au présent, comme si la situation traumatique était à nouveau devant elles. Oui. Une question qui n'est pas très loin de celle qu'on vient de poser. Alors, comment est-ce que les outils robotisés de type Google ou Alexa vont interagir avec la mémorisation? Finalement, la question que j'aurais envie de poser suite à celle-là, c'est est-ce que notre mémoire du futur peut être tronquée? Est-ce qu'elle peut être manipulée? Alors, c'est une autre dimension que j'avais pas abordée comme ça de front quand tu m'as posé la question mémoire interne, mémoire externe, parce que je suis moins spécialiste de ça. C'est des questions que j'aime bien aborder avec des collègues, des amis qui sont spécialistes du domaine. Par exemple, Jean-Gabriel Ganassia. Peut-être que si vous tapez sur Internet, vous trouverez des conférences qu'on a données ensemble. Jean-Gabriel Ganassia est professeur à Paris d'intelligence artificielle, mais il est aussi philosophe et président du comité d'éthique du CNRS. Donc avec toutes ces casquettes-là, on a des échanges qui sont
qui sont intéressants, parce que lui, il connaît bien tous ces aspects manipulation entre guillemets, enfin disons tout le problème de l'utilisation de nos données personnelles hein, pour nous cibler et avec des algorithmes de plus en plus puissants qui sont très très bien maîtrisés par ce qu'on appelle les GAFA, hein, les Google, Facebook et autres. Donc, et Bernard Stiegler avait aussi des positions très très intéressantes sur ce sujet-là. Donc moi je suis pas spécialiste, hein, je veux pas répondre sur des sujets où je ne suis pas spécialiste, mais oui, j'ai envie de dire, ça fait partie de la donne. Et quand j'évoquais tout à l'heure la possibilité d'un déséquilibre entre mémoire interne et mémoire externe, il faut effectivement ajouter comme ingrédient le fait que ces mémoires externes, elles sont de moins en moins neutres. Ce n'est pas l'ami auquel on téléphone pour avoir un renseignement, mais ce sont au contraire des dispositifs externes qui sont très intrusifs et qui vont sciemment. Vous voyez, le vecteur est dans le sens inverse. C'est pas moi qui téléphone à l'extérieur pour avoir des informations, mais c'est l'extérieur qui s'adresse de façon plus ou moins implicite, beaucoup hein, de façon implicite, qui s'adresse à moi pour m'inculquer des informations. Parce que il faut bien remettre aussi sur le devant de la scène que la notion de ma mémoire, hein, une mémoire qui serait très intime, etc., on a été un peu bercé là-dedans pendant le XXe siècle, hein, avec la psychanalyse qui était quand même omniprésente. Je ne dis pas qu'elle s'est trompée, hein, mais elle a beaucoup renforcé cette notion d'une mémoire intime, d'une mémoire qui serait très, très personnelle, alors qu'en fait, notre mémoire, mais en même temps, la psychanalyse a aussi insisté là-dessus, hein, elle est très liée à l'autre, hein, avec les notions d'attachement, etc., qui sont quand même essentielles. Hein, j'ai envie de dire, tout commence par là, hein, tout commence par l'attachement. S'il n'y a pas cet attachement, le petit humain, il est pas grand-chose. Oui. Une dernière question posée, mais à laquelle tu ne vas pas répondre parce que je sais que tu dois absolument quitter à 17h, mais par contre, je vais présenter tes ouvrages parce qu'un des ouvrages, le titre, puisque la question, c'est quel rapport entre la mémoire et l'émotion. Donc, Erwan, si tu veux bien me redonner les droits, je vais présenter juste la dernière page de mon diaporama dans lequel j'ai fait le choix de certains ouvrages que tu as écrits, Francis. Alors, j'ai choisi évidemment des ouvrages qui étaient accessibles. Est-ce que tout le monde voit mon diaporama? Francis, est-ce que toi, tu vois le diaporama? Oui, moi je vois très bien. Alors ça veut dire que c'est le son. Par moment, il y a des petites coupures de son. J'espère que toutes les personnes qui sont à l'écoute t'entendent. On n'a pas eu de message. Donc voilà le choix que j'ai fait parce que on connaît très bien ces ouvrages et je pense que ce sont des ouvrages de vulgarisation scientifique, mais de très haut niveau et donc accessibles au public non spécialisé. Et dont un s'appelle justement Mémoire et émotion. Donc voilà, j'espère que j'ai bien fait le choix, Francis, des ouvrages qui me semblent vraiment essentiels et accessibles à toute personne qui s'intéresse à la mémoire du futur. Tu disais que les chemins de la mémoire ont été réédités dernièrement. Ils viennent d'être réédités, oui. Et puis tu disais un regroupement d'ouvrages aussi dans un ouvrage de poche. Qui est la mémoire entre sciences et société. Ouais. Entre sciences et société. C'est un poche. D'accord, ok. Donc voilà, donc si les personnes souhaitent avoir cette page de diaporama avec ces titres d'ouvrages de Francis Eustache, bien sûr, je vais leur adresser. Bien, écoute, Francis, merci beaucoup pour ce temps partagé avec nous. C'était un vrai bonheur, comme d'habitude. Vraiment, voilà, vraiment, merci beaucoup. On te souhaite une très belle fin d'année et voilà, de beaux temps partagés
avec ta famille. Et puis à vous aussi, donc derrière l'écran, belle fin d'année, plein d'espoir. Et à l'année prochaine, sans aucun doute. Merci beaucoup. Merci Pascal et merci beaucoup pour cet échange. Et puis, donc, je vous dis au revoir à toutes et à tous. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver peut-être dans un des colloques organisés par Pascal et cette fois-ci en présence, qui est évidemment beaucoup plus agréable. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes et puis aussi beaucoup d'espoir. Je trouve que c'est un beau mot pour terminer l'année. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Francis. Au revoir.